Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale. Vous le savez, le parti Les Démocrates vient d'être lancé dans la course pour le scrutin du 8 janvier prochain à travers une décision rendue ce jeudi. Le juge du contentieux électoral a autorisé la Sénat de permettre à Éric Oundété et compagnie de changer les noms des débiteurs du fisc et pour cause, bien évidemment, le non-respect du délai de notification des observations après les demandes faites par le parti pour l'obtention des quitus fiscaux. Comment comprendre cette décision de la Cour constitutionnelle et quelle sera la suite pour ce parti dans le processus restant qui doit nous conduire bien évidemment aux législatives du 8 janvier? Pour en parler, j'ai avec moi 4 invités. D'abord, Monsieur Georges Anagonou qui est sociologue. Bonsoir à vous, merci d'être encore avec nous ce soir. Monsieur Anagonou. Bonsoir et merci de me solliciter à chaque fois. J'arrive pas à prendre mon dîner si je dois venir ici à chaque fois. Bon, j'espère que vous l'avez pris finalement. C'est pour la bonne cause, donc je vous dis merci. Voilà, Victor Moko, bonsoir, analyste politique. Bonsoir Angèle, bonsoir également à tout le plateau et à ceux qui nous suivent depuis les différents cadres. Notre consultant pratiquement, je vais dire. Bonsoir à vous, monsieur Aloukonou. Non, rassurez-vous, je n'ai pas oublié votre nom. Bonsoir à vous, monsieur Aloukonou. Bonsoir. Et puis, notre juriste, Julio Tomati. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau ce soir. Alors, comme je le disais, l'actualité de cette soirée, c'est le verdict de la Cour constitutionnelle concernant ce recours du parti Les Démocrates. De quoi cela retourne? Nous allons suivre très rapidement un extrait de cette décision de la Cour constitutionnelle avant de revenir pour les échanges. Considérant qu'au terme de l'article 114 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Qu'il apparaît qu'en vue de la constitution du dossier de candidature du Parti Les Démocrates pour les élections législatives du 8 janvier 2023, plusieurs militants de ce parti ont formulé le 30 septembre 2022 auprès de la Direction générale des impôts des demandes de quitus fiscal, pièce constitutive du dossier de candidature. Qu'au terme de l'article 42 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, le directeur général des impôts est tenu de délivrer le quitus fiscal à tout candidat à jour de paiement de ses impôts dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de délivrance du quitus fiscal est motivé et comporte l'indication en une seule fois du détail des impôts non payés. Au cas où le requérant effectue le paiement exigé, le quitus lui est délivré dans les 72 heures, suivant la date de paiement. Que pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment l'encombrement auquel elle a dû faire face, compte tenu du nombre élevé de demandes de quitus fiscal, et qui l'ont obligé à non seulement mettre à la disposition des demandeurs une plateforme de demande en ligne, tout en laissant la faculté de faire des demandes physiques, mais également à recruter de manière ponctuelle des agents d'appui, à effectuer des heures supplémentaires et ouvrir ses portes pendant les jours non ouvrés, les samedis 8, 15, 22 et 29 octobre, puis le mardi 1er novembre, la DGI n'a pu donner de réponse à toutes les demandes de quitus fiscal introduites devant elle dans les délais de 15 jours prévus par la loi. Le dispositif mis en place n'ayant permis de traiter toutes les demandes reçues dans les délais légaux, qu'il en est résulté que des demandes introduites par les militants du Parti Les Démocrates n'ont pu être traitées avant l'ouverture de la réception des dossiers de candidature à la Sénat, que le défaut d'information sur la situation fiscale de ces candidats avant la date de clôture de la réception des dossiers de candidature à la Sénat n'a pas permis au parti de constituer efficacement sa liste, étant donné que celui-ci aurait pu, en toute connaissance de cause, choisir soit de remplacer sur sa liste les personnes qui ne seraient pas à jour vis-à-vis du fisc, condition essentielle pour la délivrance du quitus fiscal, soit de procéder au paiement des montants exigés par l'administration fiscale en vue de l'obtention dans les 72 heures du quitus sollicité, conformément à l'article 42, alinéa D suscité. Que par suite, après l'étude des dossiers de candidature par la Sénat et l'appel des partis politiques à corriger les insuffisances relevées dans leurs dossiers respectifs conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 5 du Code électoral,
Il s'est révélé qu'à la date fixée pour le dépôt des pièces complémentaires nécessaires à la validité des dossiers, le Parti Les Démocrates n'a pu fournir de quitus fiscal pour 4 candidats inscrits sur sa liste, mais a introduit une nouvelle liste tenant compte des quitus fiscaux effectivement délivrés à cette date. Considérant les difficultés auxquelles a dû faire face la DGI, telles que soulignées par elle-même, et en vertu d'une part de l'adage suivant lequel la prescription ne court par contre qui n'a pas pu agir, et d'autre part du rôle de régulation de la Cour constitutionnelle, il convient de juger que doit être prise en compte dans le cadre de l'organisation des élections législatives du 8 janvier 2023 la liste déposée par le mandataire du Parti Les Démocrates le mardi 15 novembre 2022. En conséquence, ordonne à la Sénat de prendre en considération la liste déposée par le mandataire du Parti Les Démocrates le mardi 15 novembre 2022. Voilà donc un extrait de la décision de la Cour constitutionnelle décision rendue cet après-midi. Julio Tometti, comment vous avez accueilli, je vais dire, cette décision? Qu'en pensez-vous concrètement du contenu? Non, pas d'avoir du contenu. Dans la forme, il faut dire, comme nous l'a assez bien rappelé le président de la Cour constitutionnelle, que la Cour constitutionnelle est juge d'abord du contentieux électoral, il est, régulateur du fonctionnement des institutions. Et donc, sur cette base, le Parti Les Démocrates, n'ayant pas pu faire valider leur liste de candidature parce qu'étant bloqué à la Sénat, et ce, parce que n'ayant pas pu obtenir leur quitus fiscal à temps, ils ont dû saisir la Cour constitutionnelle sur la base de l'article 153 de la Constitution, du Code électoral, qui prescrit en son alinéa 2 qu'en cas de contestation, le candidat se pourvoit devant la Cour constitutionnelle qui statue dans un délai de 5 jours. Donc la Cour constitutionnelle avait jusqu'à 5 jours pour statuer. Elle a agi avec célérité pour permettre la continuation normale en fait des opérations électorales. Donc nous avons une décision aujourd'hui. Dans le fond, qu'est-ce qu'on peut dire? La Cour finalement n'a accusé ou bien n'a jeté le tort sur aucune des parties, ni les démocrates, ni la Direction générale des impôts, ni la Sénat. Mais elle du moins, a jugé que la prescription, puisque nous sommes en matière de délai, d'accord, la prescription ne pourrait jouer contre celui qui n'a pas pu agir en parlant de démocrates, parce que les éléments d'information suivant l'article 42 du Code électoral n'ont pas été portés à leur connaissance dans les délais requis. La DGI aussi l'a avoué devant la Cour que par rapport au pléthore d'effectifs de demandes qu'elle avait géré, elle n'a pas pu. Et donc cela conforte quelque peu le requérant et les démocrates dans leur position. Et donc la Cour n'a fait que droit aux démocrates de pouvoir remembrer leur liste. Mais il faut rappeler d'abord que déjà le mardi, et c'est sur ça que la Cour a statué, oui. Le mardi, les démocrates avaient déjà introduit au niveau de la Sénat une liste remembrée, liste à laquelle la Sénat a opposé une fin de non-recevoir parce que n'étant plus dans les délais. N'étant plus dans les délais, parce que toute possibilité, tout changement en fait de candidature sur une liste n'est pas admis, sauf si c'est pour cas de décès ou bien pour cas d'une candidature qui se retrouverait sur plusieurs listes. Donc la Sénat a opposé une fin de non-recevoir. Donc le dernier recours pour les démocrates est donc la Cour constitutionnelle qui a statué heureusement à leur bénéfice aujourd'hui. Voilà, oui. Antoine Adoukonou, priorité aux voies de recours, on va dire. Oui, je crois que ce n'est pas pour rien que le législateur a toujours prévu des voies de recours. Parce que en la matière, des contentieux peuvent survenir. Et donc, le législateur a su bien faire de laisser quand même cette marge qui permet de faire recours à la Cour constitutionnelle en l'espèce. Et je crois que ça a prospéré. Et nous souhaitons que le parti, les démocrates, puissent vivement rentrer en possession de leur récépissé définitif, puisque la décision de la Cour n'est pas égale au récépissé définitif. La Cour ne délivre pas le récépissé définitif. C'est la Sénat
qui délivre le récépissé définitif. Mais la décision de la Cour oblige la Sénat à considérer la liste du mardi 15 en question, mais ne l'empêche pas de faire une étude approfondie de cette liste. Et c'est après cette étude approfondie que la Sénat peut lever les équivoques et délivrer le récépissé définitif au Parti des démocrates, comme il peut encore en relever des insuffisances sur cette liste et rejeter cette liste, et il revient encore aux démocrates de recourir de nouveau à la Cour constitutionnelle. Voilà, oui. Sur la décision en général, votre avis Non, je crois que la décision a été, on ne peut plus claire, hein, puisque le législateur a prévu des délais pour que l'administration des impôts ne soit pas un instrument qu'on peut utiliser contre X ou Y, parce qu'il s'agit de la politique. Et bien avant la loi de 2019, par le passé, il y avait eu ce problème de quitus. C'est pourquoi on a corrigé le tir pour mettre des délais. Et visiblement, on a à écouter le président de la Cour, c'est que les 15 jours qui sont prévus, si quelqu'un fait la demande, si on ne lui donne pas le quitus, on doit lui notifier par un avis motivé pourquoi on ne lui a pas donné et quels sont les impôts qu'ils doivent. Et c'est en une seule fois. Parce que par le passé, on a assisté où on notifie par raconte, c'est-à-dire on notifie, vous revenez, on vous notifie encore 12 impôts. Le législateur a voulu corriger cela pour dire la notification doit se faire en une seule fois. Il se fait que dans le cas d'espèce, en ce qui concerne les démocrates, il semble que la DGI n'a pas respecté le délai de 15 jours. Ce que la DGI a reconnu, mais elle a expliqué par le flux. D'accord? Bon, si la Cour constitutionnelle qui doit statuer en la matière est conformément au test en présence d'une seule situation, ne peut qu'aller dans le sens de sauver les démocrates. J'utilise le mot sauver parce que, vous savez, la Cour aussi a exercé son pouvoir de régulation conformément à l'article 114 de la Constitution pour essayer de voir dedans pour que ça ne donne pas trop de tollé. Donc, nous saluons les sages de la Cour qui viennent encore de montrer leur impartialité et qui ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi, contrairement à ce qui se chante sur tous les cieux. Vivement que les démocrates, comme je l'ai dit, puissent avoir leur récépissé définitif et que la démocratie en soit grandie. Ça, c'est un autre processus. Les regards sont tournés maintenant vers la Sénat. Monsieur Anagono, est-ce que vous partagez l'opinion de monsieur Adoukono qui estime que les démocrates viennent d'être sauvés par la Cour constitutionnelle? On peut le dire comme ça. Monsieur Adoukono lui-même a dit que la Constitution a prévu des voies de recours en cas de litige dans notre pays et surtout sur le plan électoral. Et donc, les démocrates n'ont fait qu'utiliser ce que la loi, cette voie de recours, cette ouverture laissée par la loi pour qu'ils puissent avoir droit à la justice. Oui, se fait entendre. Vous savez, je l'ai dit pas plus tard qu'hier ici, je disais que nous devons nous maintenir tranquilles et faire confiance aux institutions de notre République. Et je pense que la Cour vient de donner encore l'exemple que ceux qui ont pensé que nos institutions ne sont plus crédibles, je pense qu'ils peuvent aujourd'hui se mordre les doigts ce soir. Ils peuvent se mordre les doigts ce soir parce que c'est toujours dans notre République qu'aujourd'hui, la Cour a pu agir. La Cour a pu agir et c'est pourquoi il disait hier, il ne faut pas décider, il ne faut pas faire des commentaires avant que la décision, j'ai refusé d'en faire, avant que la décision de la Cour ne sorte. La décision que la Cour a sortie ce soir, et comme M. Adoukono l'a dit, quand vous voyez cette pédagogie suivie par la Cour, la DGI a fait parce que les gens et les démocrates ont eu tel problème et ça fait qu'ils n'ont pas pu avoir le quitus. Par conséquent, la Cour donne
de revoir. Personne ne doit se plaindre parce qu'en réalité, ceux qui se sentaient brimés ou ceux qui se sentaient privés de leurs droits, c'était les démocrates. Les autres partis, d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à avoir porté le contentieux devant la Cour constitutionnelle. Il y a eu d'abord, rappelez-vous, Moël Béné qui avait attaqué certaines décisions de la Sénat devant la Cour. La Cour a rejeté. Il y a eu un parti qui a été rejeté. Et aujourd'hui, les démocrates aussi pourraient se dire, bon, ça fait 2 fois, on a rejeté, mais ils n'ont pas fait ça, ils sont allés. Donc ça prouve l'impartialité. Et ça me permet de dire ce soir, je ne sais pas, mais j'avais une certaine fierté quand je venais chez vous ici ce soir, quand je quittais chez moi, j'avais une certaine fierté, cette fierté d'être béninois en fait. Cette fierté d'être dans un pays où, comme on le dit de façon seule, ici c'est le 229. Vous voyez ce que je lui dis? Ici c'est le 229 et que je le dis souvent et je peux toujours le dire, en 90, personne ne nous a imposé la démocratie. Personne ne nous a imposé la conférence nationale. C'est du génie des Béninois eux-mêmes qui ont pensé que la situation qu'on traversait, qu'on pouvait s'asseoir, nous entendre et parler et nous engager sur une nouvelle voie. Donc la démocratie ne nous a pas été imposée pour cela. Et dans l'évolution des choses, de notre vie sociale, nous avons constaté à un moment donné qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans cette démocratie et qu'il fallait amener des réformes. C'est ce que le président Talon a fait. Vous voyez ce que je lui dis? En voulant faire ces réformes, il a reconnu lui-même, on a peut-être piétiné des avancées démocratiques. Ces avancées démocratiques, lorsque nous trouvons des moments de pouvoir les rattraper, il faut les restaurer. Et je pense que la Cour nous donne l'occasion ce soir d'être fiers et de dire ce que nous avons pu gâter pour que notre pays se mette sur la voie d'un développement économique certain. Eh bien, nous pouvons aussi avoir des occasions de les rattraper et les campagnes et ces élections législatives, je reprends encore confiance pour dire que les élections législatives de 2023 nous donnent l'occasion de redonner, de faire parler fièrement du Bénin comme nous l'avions commencé en 90. Ça, c'est faisable et c'est ce qui fait ma fierté ce soir par rapport à la décision de la Cour. Voilà, oui. Monsieur Bokor, eh bien, la Cour montre une fois encore son impartialité par rapport aux différents recours, je vais dire, qui lui sont adressés. Non, en fait, moi, je ne parlerai pas d'impartialité. Je dirais simplement que la Cour n'a fait que jouer son rôle. C'était celui de dire le droit. Et il faut d'abord repartir un peu en arrière, parce que pour qu'il y ait une décision, il faille qu'il y ait l'acte fondateur de la décision. Et donc, il faut commencer d'abord par saluer le courage des démocrates pour avoir choisi d'aller et justement faire une saisine. Du courage pour pouvoir saisir la Cour constitutionnelle, c'est dans il fallait un courage. Quand on sait un peu les appréhensions que certains d'eux avaient de nos institutions, et donc c'est un courage pour aller vers cette institution avec la Cour constitutionnelle. Donc c'était l'acte fondateur justement de cette décision-là. Pour en revenir à la décision elle-même, je dis elle est à saluer. Elle vient montrer en fait que chaque institution impliquée dans l'organisation des élections joue clairement sa partition pour que le processus électoral se déroule et aille à son terme. La décision elle-même est malgrée simplement parce que, en écoutant les considérations évoquées par les sages de la Cour, on en vient à constater en fait que l'administration a eu à un moment donné du mal à gérer un ensemble de dossiers et donc a créé un préjudice à un parti qui partait aux élections. Et il faut le dire, ce préjudice-là est devenu irréversible si rien n'était fait. Et donc, me semble-t-il, les démocrates ont jugé bon, choisi cette alternative-là, donc sauter sur cette occasion, sur cette prérogative qui leur était donnée, donc d'aller vers le contentieux électoral pour espérer une réparation. Et vous y regardez, je dis, je ne veux pas tout de suite parler du sens et de la portée de cette décision-là. En attendant de la voir, on pourrait dire même peut-être que la Cour vient de créer, et si je ne m'abuse, une jurisprudence, parce que plus jamais une administration n'oserait d'elle-même de facto oser bloquer une élection. Si nous prenons un peu de recul, vous allez constater que la Cour nous dit clairement que la faute n'est pas inhérente directement aux démocrates,
que cela revenait à l'administration qui, dans les délais, n'a pas su prendre les mesures nécessaires pour satisfaire justement à ce qu'elle devait faire. Mais la Cour a quand même reconnu la diligence faite en faisant travailler que... Ici, il n'est pas question de diligence, il est question de préjudice et d'irréversibilité. Et si rien n'était fait, il s'est dit en fait que les démocrates devaient sortir justement du processus électoral et donc ne pouvaient plus continuer la course vers les élections de 2023. La Cour a dû constater qu'il y a un préjudice qui a causé justement à ce parti-là. Et cette décision vient en réparation justement du dommage qui est créé à ce parti-là. Et je dis c'est une décision qui, ma foi, agrée tout le monde de savoir que notre Cour constitutionnelle reste garant de l'ordre, reste garant du bon fonctionnement des institutions, mais également est prête à accompagner la paix dans le pays. Moi, il me semble qu'il est important de saluer cette décision-là qui, ma foi, vient mettre un dégel dans une situation qui paraît... Écoutez, déjà, ça supputait. Il se disait que bon, tout était organisé pour mettre hors de circuit et donc hors compétition, une fange des partis politiques, surtout de l'opposition. Mais ici, nous constatons en fait que les partis politiques ont la latitude d'aller vers les différents recours, donc les prérogatives, pour se repositionner dans une course. Et moi, cette décision-là, je dis qu'elle est à saluer. C'est un mérite pour tous les acteurs impliqués, justement, dans le processus pour l'organisation des élections au Bénin. Il faut souhaiter simplement que ces différentes institutions jouent convenablement leur rôle pour que nous ayons de manière sereine vers les élections de 2023. Juliette Tomati, une jurisprudence pour vous aussi, cette décision-là? Bon, jurisprudence, non, et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec cet aspect de Victor qui estime que, comment dire, plus jamais il ne sera donné à une administration d'oser de facto agir pour bloquer en fait un processus, bien bloquer des candidats. Non, c'est le mot que vous avez employé. Le mot que vous avez employé, c'est-à-dire oser de facto bloquer. Non, je ne pense pas que la DGI soit dans la posture d'oser de facto bloquer. Délibérément bloquer un parti. Non, ce sont les expressions que vous avez utilisées. C'est même presque accusatoire. Non, il me semble... Non, Victor, là, vous... Ce que j'étais en train de dire, nous avons eu... Là, vous l'avez arraché, la parole. Nous avons une administration qui, dans son fonctionnement, a créé un préjudice. Et nous avons eu un parti politique qui saisit la Cour du fait pour réparer justement cette injustice-là, parce qu'il y avait une injustice à son endroit. D'accord. C'est pas un débat de vous deux non plus. Plus loin pour dire, cette décision-là pourrait paraître comme une jurisprudence, dans la mesure où, écoutez, demain nous allons l'évoquer dans des cas similaires pour dire en fait que quand il en viendrait qu'une administration, au lieu de jouer convenablement son rôle, a du mal à venir au bout de son processus, nous avons des voies de recours pour rétablir, parce que hier, il y a eu un précédent et il y a eu une manière pour régler justement ce que nous avons vu. C'est en cela que je parlais de jurisprudence. Écoutez, d'autres acteurs en viendront sur le sens et la portée justement de cette décision qui est prise là. Mais moi, je suis persuadé en fait que c'est une jurisprudence qui est créée sur la base fédérale. Oui, je vous redonne la parole. Je continue. Je ne parle pas de la débat du processus, mais je parle des mots que vous avez employés, qui est presque accusatoire. Et je le reprends, les téléspectateurs. Victor, calmez-vous. Voilà, merci. Le précédent que ça va laisser, ou bien la portée de cette décision, en fait, c'est de se rendre compte que au niveau du travail législatif, peut-être que tous les aspects n'ont pas été pris en compte, d'accord, dans la détermination ou dans la définition de ce délai-là. Donc, peut-être que ça nous amènerait peut-être à réviser soit ce délai, soit à travailler à renforcer l'administration fiscale pour qu'il puisse rendre ses services avec beaucoup plus de célérité, quel que soit le nombre d'usagers qui se présenteraient devant lui. Parce que ça a été dit, en fait, au cours du procès, que la DG, à un moment donné, avant septembre, avait dit non, attendez, pour que les dispositions pratiques
d'accord, numériques, électroniques et autres soient mises en place avant que nous ne créions le cadre de réception de ce type de demandes pour pouvoir les gérer au mieux pour éviter ce que nous sommes dit. Mais à l'œuvre de la pratique, on a constaté ce qu'on a constaté. Donc, on ne peut pas jeter forcément la pierre à la DGI. C'est pourquoi je disais au départ que la décision de la Cour d'aujourd'hui n'incrimine personne. Ça situe, en fait, ça restitue, en fait, le droit des démocrates, mais ça n'incrimine ni la DGI, ça n'incrimine ni la Sénat, mais ils ont trouvé un élément puisque la Cour constitutionnelle est le seul à pouvoir dire, en tant que régulateur du fonctionnement des unions de la République, à pouvoir permettre aujourd'hui qu'un remembrement ou bien qu'un changement de nom ou bien de positionnement soit opéré contrairement à ce que à l'article 41 du code électoral qui prescrit que aucun changement ne peut porter sur en fait les positionnements que en cas de décès ou de doublon. Ou de doublon. Donc, je ne pense pas que en fait il y ait une procédure accusatoire contre l'une ou l'autre des administrations ou bien des camps. Ce qui m'intrigue plutôt et qui l'élément sur la base de laquelle la Cour s'est fondée, c'est justement ce acte-là du mardi 15 que les démocrates ont posé et sur la base duquel la Cour a rendu une décision aujourd'hui. C'est-à-dire, je me disais en fait, est-ce que les démocrates étaient dans l'économie de la Cour? C'est-à-dire, en allant à la Sénat, le mardi, en présentant une proposition de remembrement que la Sénat a refusée. Parce que justement, sur la base de l'article 45, cela n'était pas possible. Donc, je me demande quelle était l'intention en allant présenter cette liste ce mardi-là, en sachant pertinemment que la Sénat ne pouvait pas donner droit à cela. On peut que vous osez. Ce que vous dites. Non, je n'affirme pas. Je dis parce qu'il y a des aides de sauvetage, en fait. Monsieur Anagolo, vous êtes en danger et que vous voulez vous utiliser finalement tous les moyens qui peuvent vous permettre de submerger à l'eau et à partir de ce Monsieur moment-là, Anagolo, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Oui, gardez vos idées en place pour que je lui aille au terme des siennes. Je me pose des questions sur en fait ce qui pourrait en fait motiver une telle démarche, quand bien même on sait que il restait plus rien. On sait que la démarche ne pourrait pas prospérer. Et donc l'un mis dans l'autre, il faut se rendre compte simplement que, comme ça a été dit tantôt, que les institutions ont joué chacun de leur rôle et que les sages ont regardé avec les yeux de sages. Vous n'êtes pas convaincu. Monsieur Anagolo, là, vous êtes corrigé là. Les sages ont regardé avec les yeux de sages pour que nous puissions aboutir à la décision. Non, dans le fond, il y a beaucoup à dire. Et j'ai commencé par le dire. Moi, je regrette, il faut le dire personnellement, que ça soit en fait sur un acte, un acte tout à fait illégal que la Cour ait amené à statuer. J'aurais préféré, d'accord, que sur la base de ce que les notifications qui ont été faites, les démocrates, le parti des démocrates se rendent compte finalement qu'il ne leur est pas possible de remembrer au regard de la loi et vont directement à la Cour. Et non, aller vers la Cour pour leur dire, nous n'avons pas eu nos quitus fiscaux, nous sommes allés faire une proposition de remembrement et que la Sénat a refusé. En fait, cette dernière option ne me paraît pas, en fait, tout à fait en harmonie avec les considérations légales qui entourent, en fait, les règles du jeu en matière électorale en tenant compte de notre contexte et de notre législation. C'est ce que je dis. C'est pourquoi je me pose la question de dire quelle était l'intention. C'est comme si les démocrates étaient déjà dans l'économie, d'accord, de la Cour constitutionnelle en allant poser ce acte. Désespéré, le temps de... Que vous allez porter plainte, c'est pour avoir... La Cour constitutionnelle tranchée. Oui, porter plainte contre la DGI. La DGI, je suis d'accord. Mais contre la Sénat, je n'ai pas contre la Sénat. Puisque c'est à ce motif-là que la Sénat a été conviée. Nous sommes portés vers la Sénat parce que nous n'avons pas eu les DGI pour remplacer nos candidats. Et la Sénat a refusé. Alors que ce remplacement de candidature n'était prévu nulle part dans le code électoral. C'est ce que nous sommes en train de relever. Monsieur Anagolo, bon, d'accord, vous allez chuter pour qu'il ait finalement la parole. C'est bon, on passe à une autre question. Oui. Voilà. Monsieur Anagolo, vous avez la parole. Non, ce que j'ai dit, vous savez, ce soir, je ferai que de la sociologie politique. C'est justement votre rôle. Parce que vous avez déjà vu, les juristes, c'est toujours comme ça. Ils disent toujours un truc, après l'autre va dire le contraire.
après l'autre a raison. Et finalement, comme je le dis, quand vous allez au tribunal, souvent personne n'est satisfait en fait. Oui, parce que ceux à qui on a en matière de loi, c'est... ceux à qui on a donné raison voudront avoir plus de raison, plus que ça, et ceux qui ont tort voudraient avoir... Oui, allez à votre préoccupation alors, maintenant. ce que je pense, c'est que et lorsque il y a eu un élément déclencheur, et j'avais dit, je le redis encore ce soir, et là, moi je pense en cela, la DGI a été sauvée en fait, pour moi. Parce que les implications sociologiques, les implications qui devaient avoir, les implications politiques sont au-delà de la DGI. Parce que moi je l'ai dit, une administration est une administration. Une administration est une administration. Le cadre technique de l'administration peut poser ses actes, mais après, lorsque ça peut avoir de conséquences politiques ou de conséquences sociologiques, il revient aux hommes politiques de s'asseoir. Et j'aime bien le dire, je suis encore très à l'aise ce soir dans mon truc là pour dire, il arrivera que juridiquement vous allez être bloqué, mathématiquement vous allez être bloqué. Et ceux qui peuvent alors trouver la solution en ce moment-là, ce sont les politiques. Ce sont les politiques, et donc c'est de la sociologie politique qu'il s'agit. La Cour, elle s'est basée aussi sur le fait que c'est un organe de régulation de notre vie sociale. Vous voyez ce que je veux dire? Organe de régulation de notre vie sociale. Autrement dit, s'il y a des actes qui sont posés et que la Cour se dit que ces actes peuvent amener de troubles dans notre société, et la Cour intervient rapidement pour pouvoir créer la régulation. Et donc, la décision de ce soir... qui a été rendue, justement, vous avez compris la base. C'est pourquoi, non, le président l'a dit dans ses énoncés pour dire, nous sommes aussi un organe de régulation de notre vie sociale. Et ils n'ont pas ajouté social. Il y a un organe de régulation, on l'a tous écouté. On l'a tous écouté, c'est un organe de régulation. C'est quand même un sociologue qui parle. Oui, mais... Donc, à partir de ce moment-là, un organe de régulation, réguler quoi? Notre vie en commun. C'est ce que je considère. D'accord. Oui. À partir de ce moment-là, ça ne régule pas en l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut prendre la décision ce soir prise par la Cour pour dire qu'elle doit avoir une portée, oui, politique. Politique, parce que la Cour est appelée aussi à être... Rappelez-vous, quand la Cour, on a érigé le consensus en principe dans notre pays, et c'est comment on avait dit, le consensus est devenu... le consensus à valeur constitutionnelle. À valeur constitutionnelle, vous voyez. C'était toujours dans le but de réguler, de maintenir notre vie et pour qu'il n'y ait pas de désordre. D'accord. Les limites n'ont jamais été définies. Vous n'allez pas vous y mettre aussi. Non. Il faudra que je recadre les échanges ce soir. Ce que je dis... S'il vous plaît, monsieur Anagon, non, il faudra que je recadre. On va pouvoir s'écouter. Donc, quand quelqu'un parle, prière, laissez l'autre parler. Donc, n'intervenez pas. Je vous prie. Donc, vous allez chuter pour que M. Adoukonou, qui est très calme ce soir, puisse avoir la parole. J'ai toujours dit à un ami qui se retrouve parfois sur des plateaux avec moi pour dire aussi si on fait comme à l'église. Parfois, le débat n'est pas intéressant. Mais non, pas comme à l'église, mais il faudra respecter le temps de parole. Respectons le temps de parole de chacun. Ce que je dis, moi, je pensais porter là pour la décision de la Cour ce soir. Certes, elle est juridique, d'accord, avec des considérants et tout, mais moi, je prends ça pour une décision qui peut avoir une signification politique et une signification sociale. Et sur ces deux plans-là, je pense que la décision, elle est bonne en elle-même. Et c'est ce que je disais au départ pour dire, c'est une décision qui me permet de rester béninois et d'avoir la fierté que nous avons des institutions qui fonctionnent. D'abord, hier, nous avions démontré que le professionnalisme de la Sénat a fait que personne ne pouvait dire la Sénat est en train de me torpiller. Vous avez vu comment les choses sont passées. Et si aujourd'hui aussi la Cour ajoute son grain de sel, vous voyez, nous allons vivre des élections. La Cour agit en tant que juge du contentieux électoral. Bien sûr, d'accord. C'est noté, monsieur Anagono. Monsieur Adoukonou, avec ce verdict de la Cour constitutionnelle, est-ce que les démocrates sont de nouveau dans la course ou il faudrait encore attendre l'étude de fond de la Sénat pour pouvoir les situer? Non, je l'ai dit tantôt, il faut nécessairement attendre l'étude du dossier de la Sénat, puisque je vous ai dit que la décision de la Cour n'est pas égale au récépissé définitif. Oui, vous l'avez dit. Chaque institution joue son rôle. La Sénat ne peut pas se substituer, du moins la Cour ne peut pas se substituer à la Sénat pour donner les récépissés définitifs. Ce que la Cour a fait ici,
c'est de donner raison, ne serait-ce que par rapport au quitus fiscal non délivré pour les 4 candidats là, que la Cour a donné raison. C'est pourquoi le débat qui se fait tout à l'heure, je voudrais quand même que nous puissions comprendre un peu la Cour. Parce que moi-même, puisque lorsque la Cour dit de considérer la liste déposée le mardi 15, je pense que si on doit considérer une liste électorale en date du mardi 15, on est en violation du code électoral. Puisque le code électoral dit que la déclaration de candidature se fait 50 jours avant la date de démarrage de la campagne. Et c'est en référence à cette disposition que la Sénat a fixé du 28 au 2 les déclarations de candidature. Et donc, si on doit considérer des déclarations de candidature qui vaillent pour la loi, une déclaration de candidature rentrant dans le cadre du mardi 15 n'est pas en règle vis-à-vis de la loi. Cependant, j'observe que, premièrement, lorsque la Cour exerce son rôle de régulation conformément à l'article 114 de la Constitution, je voudrais que M. Tometi considère que quand on rentre dans la régulation, les lois tombent. En réalité, c'est ça. Ça rejoint un peu ce que le sociologue a dit. Lorsque la Cour exerce le pouvoir de régulation, la Cour n'est plus dans la posture de regarder nécessairement les lois. Il est dans la posture d'aller vers la paix, d'aller vers un certain nombre de consensus qui permettent de retrouver un équilibre social. C'est ça, en fait, la régulation. Et donc, la Cour est restée un peu dans la logique que, bon, si c'est la liste du mardi 15 qui sied aux démocrates dans leurs revendications, considérons-la. Et puis on avance. Cependant, je voudrais bien comprendre que les démocrates, ne serait-ce que sur cette liste, ils n'ont remplacé que les 4. Parce que s'ils remplacent autre que les 4, là, dans l'étude approfondie des dossiers, le risque qu'on rejette le dossier est fort. Puisque la décision de la Cour n'est pas une décision qui habilite les démocrates à aller dans tous les sens avec la liste. À changer toute la liste. À changer toute la liste, à changer des candidats qu'on voit maintenant. Non, c'est pas ça. Dans cette liste, en principe, on doit avoir la liste déposée dans le cadre réglementaire c'est-à-dire le jour de la déclaration. De la déclaration du 28 au 2, avec la différence que les 4 noms incriminés par les quitus fiscaux ont été remplacés. C'est la différence qu'on peut avoir entre les deux listes. Mais si on doit en voir que non, on a amené une liste de 15 où on a changé beaucoup de candidats, je pense que là, c'est encore un autre problème. Donc, je pense que la Cour constitutionnelle a pris une décision très salutaire à mon avis, parce que le danger, il est là. Le danger, il est là parce que personne n'est prêt à comprendre que c'est parce que peut-être les démocrates ne sont pas à jour qu'ils ne vont pas aller aux élections. Ce qui est chanté partout, c'est que le pouvoir, à travers la DGI, veut verrouiller les démocrates. C'est la compréhension qu'on aurait vilipendée si jamais la Cour ne rendait pas une décision pareille. Et on ne sait jamais quand ça va venir. L'interprétation de certains. Tout ce qui va suivre. C'est pas général. Donc la Cour, dans sa sagesse, a essayé de limiter les dégâts. Vous voyez? Donc je pense que la Cour vient encore une énième fois dans l'exercice de ses pouvoirs de régulation de sauver encore le peuple béninois. La Cour l'a fait par le passé dans plusieurs autres décisions. Et je pense que cette disposition que le constituant béninois a mis dans cette constitution-là permet au Bénin chaque fois de surmonter les difficultés inhérentes qui surviennent surtout dans le champ politique. Voilà. Les implications de cette décision de la Cour constitutionnelle, eh bien, nous allons suivre ce qu'en dit le consultant politique Agapit Napoléon Mafourika.
Je me réjouis de cette décision. C'est une décision à laquelle je ne m'attendais pas, je dois l'avouer, parce que bon, je ne suis pas de la Cour, un consultant, bon, il fait ses commentaires. N'ayant pas eu le test de la saisine de la Cour constitutionnelle, on ne peut pas totalement aviser dans le fond. Mais là, aujourd'hui, avec la décision de la Cour constitutionnelle, on comprend que la Cour a analysé les différents paramètres du sujet et a considéré, disons, un certain nombre d'aléas. En clair, la Cour n'a pas fait de contrôle de la constitutionnalité et dans son regard contentieux a plutôt joué sur le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Je pense qu'il y a à comprendre que la Cour, si on veut être vulgaire, on va dire la Cour a sauvé les démocrates. C'est-à-dire, la Cour a analysé et a jugé que le parti des démocrates a fait de son mieux pour participer aux élections et à défaut d'avoir tous les membres placés sur la liste de départ, détenteurs de leur quitus fiscal, le Parti des démocrates a fait l'effort donc de positionner de nouveaux membres, détenteurs sans doute de leur quitus, et donc a demandé à la Sénat de considérer cette liste-là. Il y a plusieurs implications qu'on peut tirer. Ce serait trop tôt de ma part d'en faire beaucoup, mais je dirais 2-3 choses. Première chose, vous voyez, on a toujours dit, il y a les voies contentieuses. C'est heureux, aujourd'hui tout le monde est content. Il y en a même qui pensent que la Cour a débouté le DG impôt, tout cela. Bon, chacun peut aller, lorsqu'il y a une victoire, tout le monde va dans son sens. Aujourd'hui, nous devons acter que le fait d'aller aux voies de recours a permis aujourd'hui au Parti des démocrates donc d'avoir gain de cause. Il faudrait qu'ils actent ça eux aussi, pour que demain, ils cessent d'utiliser les médias, les réseaux sociaux, un peu pour vilipender certains responsables administratifs, croyant qu'ils doivent avoir gain de cause nécessairement. Donc aujourd'hui que la Cour a dit dans leur direction, j'espère qu'ils sauront en tirer conséquences et savoir que lorsqu'on est dans ce type de jeu, soit on perd, soit on gagne, mais qu'il faut jouer le jeu jusqu'au fond. Il ne faut pas accepter une partie du jeu et laisser une autre partie du jeu. Ça, c'est important. Donc, priorité aux voies de recours et surtout, il faut faire confiance à nos institutions, quelle que soit leur faiblesse éventuelle. La deuxième chose, c'est quand même que la Cour consacre, dans le cas d'espèce, la fin de l'incivisme fiscal. Parce que, tout au moins, même si on constate que la liste déposée par les démocrates, sans ceux qui n'avaient pas leur quitus fiscal, peut être considérée par la Sénat, mais ceux qui n'ont pas eu leur quitus n'ont pas eu gain de cause. Donc, désormais, tout le monde sait qu'il ne peut plus se prévaloir de quoi que ce soit, de ci ou de ça, pour ne pas avoir son quitus fiscal. Sans quitus fiscal, vous ne pouvez pas aller aux élections. Je pense que ça, c'est déjà important et c'est une très bonne leçon. Voilà, une décision à leçon plurielle. Victor Bokor, fin de l'incivisme fiscal, eh bien, les débuteurs n'ont pas à voir au chapitre. C'est ce qu'on peut également retenir de cette décision. Oui, on pourrait retenir cela, ça il faut l'admettre. Écoutez, vous ne payez pas vos impôts, ne vous attendez pas à vous retrouver sur une liste électorale. J'aime bien justement cette manière-là du consultant Agapit de le dire. Écoutez, si vous ne pouvez pas contribuer collectivement au bien-être des différentes populations, si vous ne voulez pas contribuer au bien-être, au développement, ça sert à quoi de vous présenter pour être un député? Et pour revenir un peu encore sur cette décision-là, il me plaît de dire une chose. La Cour, dans son rôle de régulation, n'a pas fait que sauver les démocrates. La Cour a sauvé la paix. La Cour a voulu donner le terreau fertile. Bon, dit comme ça, c'est tout comme si il y avait un poids qui remettait en cause. Non. Vous savez que le processus électoral, ou bien généralement quand on aborde les élections, c'est des périodes assez sensibles, où juste une attitude, ou des expressions, ou des a priori peuvent conduire à des situations fâcheuses. Et il se susurrait que l'administration était en train d'être utilisée. Et ça, il faut l'admettre. Il se susurrait que l'administration est en train d'être utilisée pour mettre hors d'état de nuit un potentiel parti politique, pour les mettre hors du jeu politique pour 2023. Pour quel intérêt? Non, écoutez, malheureusement, vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent penser. Malheureusement, c'est ça. Et quand on est dans une société, la désinformation, les rumeurs, ça part dans tous les sens. Je crois que ce que la Cour a fait, au-delà des démocrates aujourd'hui, la Cour vient de
de nous dire allons sereinement aux élections de 2023. Et ça, moi, je salue. Dit comme ça, c'est presque une faveur, c'est ce que vous êtes en train de dire. Si on doit caricaturer ce que vous êtes en train de dire. Dans la mesure où je disais tantôt, l'acte fondateur, justement, de cette décision, c'est le courage ou cette volonté des démocrates d'aller au-devant de cette cour constitutionnelle-là pour, ne serait-ce que d'utiliser ce recours qui leur était donné. Ça, c'est à saluer. Il a fallu que les démocrates aillent au niveau de la cour pour qu'on ait cette décision. Si les démocrates n'y étaient pas allés, écoutez, c'est fini. C'en est fini pour les démocrates. Situation irréversible. Parce qu'on se retrouvait dans une situation où la Sénat allait se retrouver avec 2 listes des démocrates. D'ailleurs, elle refusait de prendre la seconde liste, donc elle allait statuer de fait sur la première liste. Et bonjour les dégâts, quand on sait qu'en amont, il y a une administration qui, dans son fonctionnement, n'a pas tourné comme il se doit. Il faut avoir le courage de le dire. Autre implication au niveau de cette décision-là. Écoutez, la décision dit, ordonne à la Cour d'utiliser la liste du 15. Ordonne à la Sénat d'utiliser la liste du 15. Écoutez, dans ma compréhension, la Cour dit, écoutez, utilisez en l'état la liste que vous avez. Bon, ça c'est une compréhension. Alors, nous ne savons pas la liste qui est déposée. Quelles sont les modifications qui ont été faites? Est-ce qu'au-delà des 4, et parce que ça a été soulevé ici, est-ce qu'au-delà des 4 concernés par le quitus fiscal, est-ce qu'il y a eu des permutations, des déplacements? Quel pourrait être alors le cas de figure dans lequel nous allons nous retrouver quand la Cour dit, elle ordonne d'utiliser la liste du 15? Permettons à la Sénat, nous, de jouer pleinement sa partition en toute sérénité, de nous étudier cette liste-là. Parce que, écoutez, quand la Cour dit, elle ne dit pas d'office que vous avez votre récépissé définitif. Elle vous remet en selle. Oui. Et cette phase d'étude du dossier des démocrates qui était suspendue, parce qu'une fois que vous faites le recours, c'est suspensif de l'étude du dossier. Alors, cette phase qui était suspendue va reprendre. Il reviendra à la Sénat. Pas suspendue, mais terminé pratiquement. C'était pas suspendu, c'était fini. C'était les démocrates qui étaient en sursis avec le cotation au niveau. Moi, je dis suspendu parce que la Sénat ne pouvait plus prendre une décision ou sans. Oui, elle n'avait pas encore communiqué la liste définitive des candidats. Donc, elle n'avait pas fini d'étudier de fond en comble les différents dossiers des partis qui étaient sur sa table. Et quand il y a un recours, c'est suspensif. Et donc, elle devait attendre forcément ce que dirait la Cour pour se prononcer. Au jour d'aujourd'hui, elle va en toute sérénité étudier justement ce qui est déposé et elle nous dira sur les éléments qui ont été déposés dans la liste que la Cour lui enjoint d'en tenir compte et elle rendra compte justement aux populations et nous saurons si dans l'étude des dossiers, il y a des couacs et autres, elle prononcera juste ce qu'elle a constaté. On saura si les démocrates vont aux élections ou non. Voilà, Jean-Jean Ngonou, la question maintenant, c'est quelle est la liste déposée au niveau de la Sénat? La liste à considérer, la liste déposée que la Sénat doit considérer. Non, a priori, je n'ai pas vu la liste, c'est qu'a priori, je pourrais dire, il y avait 4 personnes qui posaient problème. Donc, dans les conditions où se trouvaient les démocrates, je pense qu'il ne serait pas permis de faire encore beaucoup plus de dégâts et qu'ils seraient allés à la Cour avec une liste qui au fait, corrige, enlève les noms de ceux qui n'ont pas pu avoir de quitus. La logique aurait voulu cela. C'est vrai que j'ai entendu ce soir quelque part qu'on disait. Et l'interview d'un des responsables des démocrates qui dit la Sénat devrait leur permettre de changer plus que 4. Non, il dit, j'ai pu entendre ça. Non, je pense que si la Cour a statué... Monsieur Adoukonou. Monsieur Adoukonou. J'aimerais vraiment que vous restiez dans votre truc de juriste. Ça pourrait vous porter malheur, c'est pour ça. Oui, c'est une précision. Donc, je considère que la liste qui a été portée, et d'ailleurs, on a dit la Cour a considéré tous les aléas. En réalité, c'est sûr que la Cour connaît la liste dont elle parle, je suppose. La Cour connaît la liste qui a été déposée parce que les démocrates, en faisant aussi leur plainte, pourraient dire voilà, nous avons déposé cette liste-là et l'actionnaire nous a reposé ça. Je suppose. Donc, on ne peut pas avoir d'inquiétude par rapport à ça. On ne peut pas avoir d'inquiétude par rapport à ça. Vous savez, avec la décision de la Cour ce soir, moi je dis la Cour fait des démocrates des enfants gâtés de la République.
les enfants gâtés de la République, et parce qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des conciliabules, il y a eu des réunions avec la DGI et tout. Et donc, si on vous donne cette place-là dans la République, vous devez savoir en profiter. Vous devez savoir en profiter, sinon vous allez rester sur les carreaux et ce serait votre faute. C'est comme M. Adoukono a réagi pour dire ils se seraient sortis eux-mêmes et à jamais, c'est ça tu disais? Oui. D'accord. Donc, je pense que les démocrates sont assez d'ailleurs, ils sont assez intelligents et ce qui leur est arrivé, je disais hier sur le plateau que c'est le parti qui devait être le plus prêt pour les élections de 2023 devrait être le plus prêt pour les démocrates. Parce qu'ils sont passés d'échec en échec. On leur a à chaque fois reproché quelque chose, on leur a à chaque fois reproché quelque chose. Donc, tout ce qu'on leur a reporté, c'est des expériences qu'ils devaient capitaliser pour pouvoir faire la liste. Mais je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on devait considérer effectivement la décision de la Cour de dire, bon, si on leur avait notifié plus tôt, peut-être qu'ils se seraient comportés autrement. C'est vrai que la DGA... c'est là le rôle du Pythagore aussi, de la Cour, de la Cour de dire, la DGI aurait pu, mais étant submergée, donc nous ne la condamnons pas, parce que nous savons que des circonstances atténuantes ont fait que la DGI n'a pas pu. C'est aussi très bien qu'il le dit, parce que je l'avais évoqué, le rôle de régulation de la chose. Ce que je pense que les gens de la DGI doivent se frotter aussi les mains ce soir. Pourquoi ? Je disais qu'il fallait tout faire pour que la DGI ne paraisse pas comme un arbitre dans ce jeu électoral. C'était pas conseillé du tout. C'était pas conseillé du tout. Et ce qui se passait traînait vers ça. C'est-à-dire, la DGI nous a empêchés d'aller aux élections. Donc, la DGI, c'est une administration publique, et par conséquent n'a pas vocation à empêcher quelqu'un d'aller aux élections ou non. Parce que les élections, c'est un jeu politique. Vous voyez ce que je veux dire? Étant un jeu politique, la DGI n'avait pas intervenu dedans. Tout ce qui s'est passé, c'est que la loi a fixé les pièces qu'il faut avoir, et parmi ces pièces-là, il se trouve qu'une pièce est une pièce de la DGI. C'est simplement ça. Donc moi, je serai à la place du directeur général des impôts ce soir, par rapport à la décision de la Cour, je vais être tellement tranquille. C'est ce soir qu'il va dormir. Il va dormir vraiment parce qu'il sait que, oui, il n'est pas un arbitre et il ne doit pas être un arbitre dans le jeu électoral, dans le jeu politique. Ce n'est pas sa vocation du tout et la Cour vient de remettre chacun à sa place. Et ce que j'ai aimé dans le commentaire du consultant Agapit, c'est quand il a dit la Cour aussi doit veiller au bon fonctionnement des institutions, en quelque sorte des services de l'État. Et donc, la Cour a considéré que toutes les conditions n'étaient pas remplies, comme je disais, pour que la DGI puisse donner satisfaction aux gens dans le délai imparti. Par rapport à ça, la Cour est libre de prendre toutes les décisions. Et celle qu'elle a prise ce soir. Ce qui va intéresser, c'est et après. La Cour a pris cette décision. Et après, qu'est-ce que les démocrates vont faire? C'est maintenant le vrai jeu. C'est-à-dire que vous allez voir qu'au soir de 8 janvier, si ça se passe comme nous sommes en train de dire maintenant, plus personne ne viendra encore dire qu'au Bénin on fait des élections exclusives. Plus personne. Et chacun d'entre nous, chaque Béninois devait être prêt pour défendre cela. Et même vous savez, tous ceux qui vont aux élections, ce n'est pas toutes les listes qui auront forcément de députés. C'est pas dit au départ que toutes les listes doivent avoir forcément de députés, parce qu'il y a là-bas, par exemple, de 10%. Ces règles-là restent dans la loi. Si vous n'avez pas les 10%, vous pouvez avoir 1000 quitus de votre côté, 1000 quitus fiscaux, mais vous n'avez pas les 10%, vous n'avez pas les 10%. Et pour ça, vous n'allez pas dire qu'on nous a exclus. C'est la loi qui pousse là. C'est pour ça, moi, je dis que au soir du 8 janvier, on sera tous tranquilles, on sera tous fiers d'être béninois, parce qu'on a organisé des élections festives. William Tomati, les démocrates obligés maintenant de décrocher des sièges? Non, je voudrais d'abord revenir sur 2 éléments, si vous me permettez, avant de parler du siège. Il faut dire qu'en parlant de ce que la Cour constitutionnelle n'a pas encouragé un peu, en fait, la délinquance fiscale, la Cour constitutionnelle avait 2 options. Il y avait une option qu'on craignait. C'est-à-dire que la première option, c'était, on se demandait est-ce que la Cour allait enjoindre à la DGI de délivrer les quitus fiscaux. Parce que lors des débats
lors des débats, on a entendu que par le passé, la Cour constitutionnelle, sur la base des compromissions, la DGI, sur la base des compromissions, avait délivré des quitus fiscaux pour les élections antérieures sur la base d'un certain nombre d'engagements. Et la Cour demandait pourquoi cette fois-ci, il n'a pas révisé, et la question d'instruction était sortie et qui a un peu fait chanter les uns et les autres la question d'instruction. Donc, on se demandait, est-ce que la Cour allait enjoindre en même temps à la DGI de délivrer les quitus fiscaux à des gens qui, normalement, n'ont pas rempli leurs obligations fiscales, et en même temps demander à la Sénat d'élargir en fait les délais, parce qu'aujourd'hui en fait il faut dire que les délais sont fermés par rapport à la déclaration de candidature sur les questions de délai. Donc je pense que la Cour a choisi en fait le moindre mal, puisque dans l'un ou l'autre des cas il y a mal. Il y a mal parce que la décision qui vient d'être prise, en fait la question de non-changement de nom sur les listes électorales après la déclaration emporte pour moi, ça a deux portées. Une question de responsabilité et une question d'équité. Responsabilité en ce sens que les partis politiques, en proposant des listes de candidature, doivent être suffisamment responsables de ceux qu'ils ont positionnés pour ne pas être demain en train de changer comme ils le veulent. Deuxième élément, question d'équité. Vous l'auriez entendu, un des partis politiques le dit, que moi, je n'ai pas vite déposé ma candidature parce que je ne voudrais pas que les autres, en tenant compte moi de mes positionnements, organisent à leur tour leur positionnement. Oui, c'est la vraie question ça. C'est-à-dire tout le monde dépose au même moment pour que, en fait, l'un ne tienne pas compte de l'autre pour leur positionnement. C'est un élément fondamental dans le jeu électoral. Mais comme Adoukon l'a dit, la Cour constitutionnelle, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité et donc ont une valeur supérieure aux lois, et donc à partir du moment où la Cour rend sa décision, ça fait tomber en fait les barrières législatives qui étaient remises en cause. Donc sur ça, nous sommes d'accord. Maintenant, est-ce que les démocrates vont arriver à décrocher des sièges? Le jeu électoral le montrera. Ce que je retiens, c'est que il n'y a pas un combat gagné d'avance en matière politique. Et ce que je crains pour moi, les démocrates, c'est, au-delà de ce qu'on peut dire dans les centres urbains, c'est la première fois que les démocrates participent à leurs élections, à une élection. J'ai dit, une fois ici... On attend l'issue de la Sénat. Non. Oui, c'est le processus qui est enclenché. C'est la première fois, vous me donnez en fait même une raison d'affirmer que c'est la première fois en fait que les démocrates veulent vendre en fait leur logo. Et peut-être... Il faut attendre la liste définitive. Oui, non. Vous pouvez dire que c'est la première fois que la liste est reçue par la Sénat. Ce que je veux dire, non. Laissez les questions. Puisque la question était, est-ce qu'ils vont décrocher? C'est-à-dire, nous avons quitté la question de déclaration. Non, c'est pas est-ce qu'ils vont, mais obligés, avec cette décision et puis la suite du processus, sont-ils obligés maintenant de décrocher les sièges? C'était ça la question. Oui. De décrocher, nous avons évacué la question de valeur. C'est pourquoi, en fait, je parle en fait de ce qui, peut-être, monsieur Anagonou me confortera pour une fois. La question des logos est très importante, d'accord? Parce que, en fait, c'est un logo qui n'a encore jamais été vendu dans le cadre d'une élection. Vous savez, il y a beaucoup, vous le diront, par rapport, par exemple, au parti FCBE, quoi qu'on puisse leur reprocher, que le score qu'ils ont atteint au communal, c'est tributaire de ce que, en fait, c'est un logo qui existait, qui avait eu à partir beaucoup d'élections. Donc, quels que soient les acteurs qui ont changé, en fait, dans la sphère de décision du parti, cela a été un élément fondamental parce que les populations, dans un certain nombre de régions, connaissent déjà en fait ce logo-là. Ici, c'est une première aventure pour les démocrates pour vendre en fait ce logo. Donc, c'est maintenant que dans les vallées et monts, on ira faire décorer. Donc, c'est encore un autre travail. Nous espérons qu'ils ont la matière, qu'ils ont pris les dispositions nécessaires pour affronter sereinement, aussi bien dans les centres urbains que les zones rurales, pour lesquelles la tâche peut devenir un peu plus lourde que dans les centres urbains. Oui, Antoine Adoukono, cela marque quand même un coup d'arrêt dans le calendrier de la Sénat, puisque aujourd'hui nous devrons assister normalement au positionnement sur le bulletin unique. C'est normal, parce qu'avec l'arrivée de cette décision, le calendrier électoral nécessairement va subir un coup. J'ai lu sur Banoutola que le conseil juridique de la Sénat a dit que probablement demain, qu'ils vont statuer. Et donc, attendons demain, 18,
pour voir. Ça va être décalé seulement d'un jour. C'est pas assez large. Je crois que par rapport à la question des démocrates, ce que moi je crains beaucoup plus même, c'est la présence de plusieurs listes de l'opposition. Plusieurs listes de l'opposition dans le processus. Moi je crains beaucoup plus ça, le fait qu'ils peuvent s'ennihiler sur le terrain et passer à côté des 10% eux tous. Ils sont libres quand même de déposer des dossiers, ce qu'ils ont fait. Non, donc, sur le terrain, ils vont... Non, la mouvance, moi je considère que les listes de la mouvance ne sont pas des listes qu'on peut considérer comme des listes en termes de regroupement de partis, en termes de consolidation de partis, en termes d'expérience à affronter les nouvelles lois comme les partis de l'opposition. Ça, je suis très convaincu. Quand vous prenez un parti comme l'UP ou bien le BR, c'est quand même des regroupements de plusieurs partis politiques. Ne serait-ce que sur papier, et ne serait-ce que je dis, ne serait-ce que sur papier, c'est déjà un avantage comparatif par rapport peut-être à des partis de l'opposition qui, peut-être, parce qu'avec la notion de 10%, plus vous vous regroupez, plus vous avez la chance. Parce que si je prends 3 partis de l'opposition, par exemple, qui ont 3% et quelqu'un 4%, si on fait la somme, ça va être 10%. Mais si on ne fait pas la somme, c'est que les 3 partis tombent. Voilà, donc ça, je crains beaucoup plus. Aujourd'hui, les démocrates, ils disent qu'ils ont des opposants originaux et qu'il y en a d'autres qui sont à la table. Et on va faire tout ça là sur le terrain. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, je crains beaucoup que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une chose est de participer aux élections, mais l'autre chose est d'abord d'atteindre le seuil d'éligibilité nationale pour pouvoir prétendre à des répartitions de sièges dans les circonscriptions. J'en terminerai en disant que, en voulant faire une parenthèse pour décerner un satisfecit au travail abattu par la 8e législature. C'est une législature que je défends partout. Bon, là, c'est une grande parenthèse que vous voulez ouvrir. Si je le dis, c'est parce que pour évaluer cette législature, on ne voit que l'aspect monocolore, entre griffes, mais on n'apprécie pas le travail de fond qui a été fait. Si aujourd'hui les démocrates ont la capacité d'aller aux élections aujourd'hui, c'est grâce à cette législature. Le code de 2018 n'a pas prévu des délais dans lesquels l'administration fiscale devait donner les quitus, et en cas où le délai passe, qu'on devait notifier en une seule fois, ça n'a pas été prévu. C'est en corrigeant dans le code de 2019 et en tenant compte des réalités qu'on a vécues avec cette histoire de quitus fiscal qu'on a pu mettre ces garde-fous pour que la DGI même ne soit pas un arbitre dans le jeu. On l'enferme dans des délais précis. Si cela n'avait pas été fait, aujourd'hui, les démocrates ne pouvaient pas brandir l'article 42. Ne pouvaient pas brandir l'article 42. Vous voyez, ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté manifeste de ne pas voir des partis de l'opposition, par exemple, participer aux élections. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale, l'Assemblée monocolore, entre griffes là, si ce n'est que ça là, qui était leur préoccupation, ils peuvent ne pas mettre cette disposition. Personne ne peut leur en vouloir, puisque c'est eux qui exercent le pouvoir législatif. Ça veut dire que nous devons comprendre que c'est une législature... Mais la loi leur est applicable aussi. Justement, c'est parce que la loi leur est applicable et qu'ils sont des hommes politiques et ils savent qu'aucune position n'est permanente, qu'ils sont toujours dans une certaine impartialité en votant les lois. Contrairement à ce que les gens pensent qu'on les amène les lois, ils votent. Non. Quand ils votent les lois vont s'appliquer à eux. Et la loi s'applique d'ailleurs à tout le monde. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, les démocrates, c'est une législature monocolore. Mais la législature monocolore vient de vous sauver. Ça, moi, je peux tarder de le dire. Donc, vous demandez à ce qu'ils le reconnaissent. Oui, mais cette législature a fait un travail énorme. Vous avez senti nécessaire de les racheter, ils sont à la fin, là. Non.
ce que je dis, La huitième est à la fin. je ne... Bon, il leur reconnaît ce que de droit peut-être. Vous savez, si moi j'étais invité pour faire un point, une évaluation de cette législature, je souhaiterais avoir vraiment un opposant de taille devant moi. Et on va apprécier. Ne serait-ce que par rapport au contenu des lois. Hein. Je ne suis pas dans les blabla de monocolore, tout ça là, non. Sortez des lois que cette assemblée monocolore là a voté et dont le contenu ne vous sied pas. On fait le débat en ces termes. Mais vous devez être précis. Ils en trouveront moins. Ils en ont pas la loi sur l'embauche, qu'ils inventent tout ça. Encore que ce n'est pas cette législature qu'il a si c'est pas ça là, moi c'est une législature qui a accompagné le chef de l'État. Le débat se fera aujourd'hui. Je suis content que les démocrates soient dans la cour. Et je souhaite qu'ils aient des députés. Je souhaite qu'il y ait de l'opposition à l'Assemblée nationale. Et on va voir si on ne va pas voter la loi à 100%. Là, être opposant, là, c'est des calculs. Non, ça, c'est des calculs. On attend l'issue du scrutin pour pouvoir l'évoquer. C'est comme miroite aux populations. C'est comme si les opposants sont à l'Assemblée, on envoie les lois, on ne pourra pas voter. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout est question du nombre, de leur représentation. De leur représentation. Et tout est question aussi de l'exercice de la législature. Est-ce que c'est parce que je suis opposant qu'une loi qui arrange la population, je dois voter contre nécessairement pour montrer que je suis opposant? Ils ne peuvent pas le faire aussi parce qu'ils sont redevables à leur mandat. Même si l'exercice de ce pouvoir n'est pas impératif, le suffrage est quand même universel et direct. Vous avez, c'est quelqu'un qui a voté, vous êtes là. Si les gens voient que parce que vous êtes opposant, vous êtes en train de menacer leurs intérêts dans l'exercice de votre fonction, il y a un problème. Donc, moi je souhaite vivement, je ne souhaite plus avoir assemblée là, monocolore là, je ne souhaite plus. Il faut que tout le monde soit là. Et on va voir comment. Votre parenthèse, comme je le craignais, votre parenthèse était bien grande. Oui, Victor, pourquoi vous voulez réagir? Puisqu'il s'agit de la décision de la Cour, moi je veux revenir encore là-dessus, la saluer. La saluer parce que c'est important de revenir là-dessus. Je dis en fait que c'est une décision qui, écoutez, réconcilie les Béninois avec eux-mêmes et qui réconcilie les Béninois avec leur institution, qui crédibilise davantage notre pays et qui renforce. Je dis crédibiliser davantage. C'est dire, oui, et réconcilier également parce que, écoutez, les facteurs chrysogènes doivent être dissipés et tout doit concourir justement à nous amener à aller sereinement aux élections de 2023. Moi, je suis dans cette posture-là pour dire, posons des pas pour avancer sereinement vers les élections de 2023. Je veux saluer la Cour, les 7. Ah non, ils sont 6. Il reste encore un membre à porter. J'espère qu'ils feront diligence pour la porter. Non, je veux saluer les sages de la Cour pour dire en fait que nous sommes fiers de cette décision qui est prise. Écoutez, quand c'est bon, il faut avoir le courage de le dire. Quand nous avons des appréhensions, il faut avoir également le courage de le dire. Moi, je suis fier également de savoir qu'une décision est prise et à l'unanimité, tout le monde est content. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, il faut préciser en fait que la décision de la Cour ne signifie pas de facto que la liste des démocrates passe. Non, ne signifie pas de facto que les démocrates viennent d'avoir le récépissé définitif. Non, c'est une remise en selle. Comme si c'était un cheval, c'est donc une remise en selle, justement, des démocrates. Il en reviendra maintenant à la commission électorale, justement, d'étudier ces dossiers-là. Et s'il se fait qu'il y a des couacs, écoutez, la liste ne passera pas. Parce que si on nous présente des mineurs, si on nous présente à la place des femmes des positions d'hommes, écoutez, il y aura problème. Il faut éclairer davantage la lanterne des populations. Il faut arriver à leur faire comprendre en fait que, écoutez, les démocrates avaient une situation avec les impôts, avec le fisc. La Cour a décidé de les remettre en selle parce que, préjudice ou pas, cela a été réglé. Maintenant, le quitus est donné. L'autre côté, c'était le quitus fiscal. Ici, le quitus, donc, l'ordre est donné à la Sénat d'étudier dans le fond les dossiers et de nous revenir pour que nous puissions, d'ici demain,
savoir exactement quels sont les partis politiques qui vont aux élections de 2023. Ça, les populations doivent le comprendre. Plutôt que de rentrer dans un triomphalisme, de jubilé ou tout ça, encourageons nos institutions, encourageons nos organes à jouer pleinement leur partition pour que de manière sereine, nous avançons vers les élections de 2023. Absolument, il faudrait bien que la Sénat fasse ce travail pour situer l'opinion. Comme vous l'avez dit, quant au nombre de partis politiques qui participeront donc à ce scrutin, on va terminer quand même sur cette note. Quid des débuteurs, quid du suivi des débuteurs. Il faut bien qu'on suive les débuteurs du fisc, je vais dire, qui sont recalés maintenant de la liste des démocrates, Monsieur Anagono. Non, mais la loi, déjà, c'est pour ça que certains faisaient d'autres commentaires pour dire est-ce que c'est de cette manière forcément que la DGI allait tout faire pour entrer dans ces droits. Vous savez, la loi a donné tous les moyens au service des impôts pour faire payer les débiteurs. La loi lui a donné tous les moyens. Forcés par la saisie de leurs biens, tout ce que vous voulez. La sommation jusqu'à la sommation. Bon, voilà, c'est... Ce qu'il y a, c'est que c'est pas seulement... Comme vous l'avez dit, vu que c'est l'enfant gâté, on va encore crier à l'acharnement. Non, vous savez ce qui s'est passé. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Rappelez-vous quand on n'avait pas donné de récépissé aux démocrates. Vous vous rappelez? Il n'y avait pas de jour où les journaux ne parlaient pas des démocrates. Ça, c'est de la communication politique, en fait. Il n'y avait pas de jours où la presse ne parlait pas. Moi, je n'arrivais pas sur un plateau où on ne me dit pas les démocrates n'ont pas encore le récépissé. La preuve, on en parle. Et en ce moment-là, vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit aux démocrates, vous avez le récépissé, le plus dur reste à faire après. Et observez la vie. Si ce n'est pas la période des élections présidentielles où on a entendu parler d'eux, on se posait même la question avant ces élections-là, est-ce que les démocrates se préparent pour aller aux élections? Parce que justement, on n'entendait plus parler d'eux. Mais vous avez vu, avec cette affaire de quitus fiscale, on n'a parlé que d'eux tout le temps. On leur a fait une publicité terrible. C'est pourquoi votre inquiétude tout à l'heure en disant, ils ne sont pas encore allés, c'est la première fois qu'ils veulent se présenter aux élections. Non, les circonstances ont fait qu'on a tellement parlé d'eux, même dans les recoins de notre pays. Or, la politique, c'est aussi à savoir faire de la communication autour du produit que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, après que la Cour ait pris sa décision, pour venir à ce que vous avez dit, est-ce qu'ils pourront avoir des sièges et tout ça? C'est ça. Bon, la question était passée déjà. Oui, mais comme je n'ai pas opiné là-dessus, je vous la ramène, comme ça vous allez comprendre. N'oubliez pas celle que j'ai posée quand même. Revenez quand même à celle que j'ai posée. Non, j'ai dit ça là et je vous sers après. Donc, les démocrates aujourd'hui, si la Sénat valide la liste, parce que c'est tellement cher cette partie-là, M. Adoukourou, mais elle sera validée, parce que ce qu'on dit, la liste, c'est une liste étudiée. C'est-à-dire, quand la Sénat a fait des observations, vous vous rappelez, on a fait des observations que sur les quitus qui manquent. Que ça soit le cas. Non, ça va être le cas. Je pense qu'ils ne vont pas gâcher une belle fête comme ça pour le peuple béninois. Je disais hier que, avant que, quand ils sont allés, par exemple, en réunion au niveau de la DGI, ça rayonne l'atmosphère de... Il semble qu'un peuple retenait ses souffles. Vous voyez ce que je veux dire? Pour dire, on va voir qu'est-ce qui va se passer. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Aujourd'hui, que la Cour a donné cette décision-là, il reste qu'il faut transformer l'essai. C'est ça maintenant le plus difficile, va commencer pour les démocrates à partir de là. Est-ce qu'ils pourront faire la campagne? Est-ce qu'ils ont les moyens de faire la campagne? Ou bien ils vont s'arrêter seulement sur la publicité qu'on vient de leur faire et aller dormir sur le laurier? Eh bien, on aurait tellement inclus, les élections auraient été tellement inclusives que finalement ils n'auront rien. C'est cela aussi. Parce que les élections aussi se gagnent sur le terrain. C'est pas on nous a donné culture ou bien... C'est cela, je disais, j'ai dit d'un homme dont on parlait partout. Un jour, j'étais sur un plateau et pendant 30 minutes, le journaliste nous a fait qu'on n'a parlé que de lui. Je ne sais pas si vous voyez un peu celui dont je parle, mais en réalité, son parti, on ne connaît pas les membres de son parti. Vous voyez un peu. Mais puisqu'il pose un acte, on ne fait que parler de lui. Mais en réalité, la valeur politique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et finalement, j'ai dit au journaliste, c'est exactement ce qu'il veut que vous faites. Mais il ne fait rien.
Il a juste dit des trucs et depuis 30 ans, on ne fait que parler de lui. C'est ce qui s'est passé pour les démocrates. Avant les élections, on se posait la question, avant la période de Kitus, on se dit, mais est-ce qu'ils veulent aller aux élections? Mais ce qui s'est passé, la communication qui a été faite autour, et moi je l'ai dit pour les autres partis politiques, qui ont dit après, nous aussi on a des trucs qui nous manquent. J'ai dit, mais vous avez chanté ça où? Vous avez chanté ça nulle part. Et on aurait cru que c'est seulement à eux seuls que les impôts réclament des trucs. Ceci dit, nous sommes dans un parti politique. Nous sommes dans un parti politique. Et si vous avez vraiment l'esprit partisan, même si, d'ailleurs, ils doivent être heureux ce soir, ces 4 recalés, parce qu'on était sur le point de, à cause d'eux, la démocrate, le parti des démocrates n'ira pas aux élections. Si la Cour vient de dénouer cela, moi je considère que c'est des gens qui seront encore beaucoup plus engagés dans la campagne électorale, l'esprit partisan aidant. S'ils ne le faisaient pas, c'est qu'ils ne sont pas de bons joueurs, mais je connais quelques têtes et je sais qu'ils sont de bons joueurs. Donc, mais quand même payer ce qu'ils doivent. Non mais ce qu'ils doivent, c'est ce que je vous ai dit au départ pour dire, il n'y a pas que. Les impôts, le fisc dispose de tous les moyens pour faire payer tout le monde. Ce que nous allons dire, est-ce que la période des élections passées, le fisc va baisser les bras pour ne plus parler aux gens de leur... C'était ça ma question. Non, le fisc ne baissera pas les bras. Le fisc n'a pas intérêt. Juste ce qu'on a maintenant, c'est que pour ceux-là, à cause de demandes de quitus et fiscales, le fisc a sorti leur dossier. On sait désormais ce qu'ils doivent. C'est vrai qu'il y a une phase. Comme l'a dit quelqu'un, il y a la phase de contestation. Ce n'est pas le chiffre sorti par le fisc qui est forcément le bon chiffre. Vous devez contester, aller justifier, aller faire. Ils ont tout le temps de faire ça. Et peut-être 2026, c'est ça? 2026. C'est peut-être pas encore loin. Voilà, oui. On va finir. Vous m'avez donné la parole, M. Anagoun me l'a arraché et vous êtes... Ah non, elle m'a donné. Non. Elle m'a donné. D'accord, calmez-vous. Monsieur Julio, d'accord, vous avez la parole. C'est pour conclure, hein. Il faudrait qu'on parte. Ah, d'accord. Je voulais d'abord faire observer l'attitude démocrate, cette fois-ci des démocrates, au cours de ces 2 derniers jours. Vous savez, lorsqu'ils avaient été bloqués à la Sénat, j'ai lu un peu la déclaration de son président, qui est resté une déclaration descriptive. Il n'a pas fait de commentaires qu'ils ont l'habitude de faire, telle institution caporalisée. Je n'en ai pas lu. Donc, j'ai lu quelqu'un qui était quand même une nouvelle posture, quand même. Une nouvelle posture. C'est des gens qui ont toujours récriminé en fait les décisions de nos institutions, mais qui ont eu le courage, comme vous l'avez dit tantôt, d'aller au-devant de cette institution très sereinement, d'accord. Ils ont aujourd'hui une décision en leur faveur. Et je voudrais dire ou demander, est-ce que la crédibilité de nos institutions dépend toujours de leur décision en faveur de X ou bien de Y? Parce que, vous savez, ça aurait été autrement qu'on aurait jeté la pierre à la Cour constitutionnelle, à la Sénat, à tout le monde. Donc, il faut travailler, il faut que nous travaillions davantage, quelles que soient les orientations, à toujours crédibiliser, à ne pas jeter l'opprobre sur nos institutions parce que nous ne savons pas quel rôle ils pourront jouer dans la vie de tout un chacun demain. Je voudrais finir par, pour faire observer que, comment dire, ça me fait rire un peu sur cette affaire de critique fiscale. Quand je parle toujours de crédibilité de nos institutions, moi, j'ignorais que des opposants, ceux qui se disent opposants, d'accord, continuaient de cette manière de bénéficier en fait des prestations publiques, ainsi de suite, parce que ça n'a pas été constaté. Parce qu'on a toujours entendu que l'administration est caporalisée, le pouvoir public prend tout, ce sont les gens, un cercle restreint, mais lorsque la question de crédit fiscal est sortie, où on a été jusqu'à déclarer que un certain nombre de personnes, ceux qui sont incriminés par rapport à la question de délit fiscal, ont bénéficié des marchés telle année. J'étais étonné, d'accord, de me rendre compte que des opposants affichés au régime bénéficient, d'accord, des prestations. C'est ce qui devrait être. Oui, justement, parce qu'il n'y a pas de couleur politique quand il s'agit de... Mais ça a été toujours, ce qu'on nous a servi a été toujours le contraire de ce que... Voilà un groupe d'hommes qui sont au pouvoir et qui caporalisent tout, ne donnent les marchés qu'à leurs amis, ainsi de suite. Donc, il faut rassurer l'opinion, il faut communiquer autour de ça pour que l'opinion sache que, en fait, comment dire, ce qu'on a toujours vanté, ce qu'on a toujours, comment dire, cette manière, ce mépris-là qu'on a toujours vis-à-vis de nos institutions, je parle notamment de l'exécutif, n'est pas toujours la vraie, d'accord, dans le réel. Et ça vient de nous donner quelque peu la preuve de ce que vous avez une position, mais que
quelle que soit votre couleur politique, vous pouvez, lorsque vous concourez, avoir en fait des opportunités dans le public. En fait, chacun prend l'option qui l'arrange quand il est dans un registre précis. Il faut en malheureusement, peut-être. Oui. C'est notre exécutif quand même, ce sont nos institutions. Absolument, vous avez parfaitement raison. Oui, Antoine Adouko, nous devons partir. Maintenant, nous sommes tous tournés vers la Sénat, on va dire, pour l'issue de cette, je vais dire, de ce contrôle de la liste des démocrates. Je crois que tout le monde va tourner vers la Sénat. Et on prie pour que... Est-ce qu'il y a matière de prier, Antoine Adouko? On prie c'est d'affaire son travail. Vous savez, tel que les choses ont évolué, c'est jusqu'au moment où les démocrates auront leur récépissé définitif qu'on pourra enlever de la tête des Béninois qu'on ne veut pas les éjecter du système. S'il y a encore un problème à la Sénat aujourd'hui, le juge est toujours là pour vider le contentieux. Les gens vont vous dire que oui, donc ce qu'on a même dit à la Cour, là, que c'est programmé, on sait que bon, la Cour va parler, mais après que la Sénat... N'entrons pas dans les spéculations. Ne versons pas dans les spéculations. Pour ne pas encore se retrouver dans cette spirale. Vous voyez. Donc, je crois qu'en réalité, les démocrates, parlons peu, parlons beaucoup, on n'a pas fait ce qu'il faut. Parce que, qu'est-ce qui les empêchait d'enlever les 4 là? Puisque si je me mets dans une posture telle qu'ils le chantent, qu'on veut me pousser dehors, ça veut dire que je suis conscient du danger qui me guette. C'est raison de plus pour que je ne me laisse pas en abattoir. 4 candidats, mais ils ne sont pas les seuls démocrates. On pouvait facilement les enlever et chercher ceux qui ont des quitus fiscaux et aller déposer une liste normale. Ils se sont expliqués à la Cour aujourd'hui. Antoine, on va pas revenir. Non, c'est ça, je vous dis. Je vous ai dit que pour faire la déclaration, ils ne peuvent pas aller, s'ils sont prudents, aller faire la déclaration avec des gens qui n'ont pas de quitus fiscaux. Parce que le quitus fiscal n'est pas une pièce comme tout autre. Ce n'est pas un certificat de résidence qu'on peut appeler le bail, il va signer rapidement. C'est un problème d'argent. C'est un problème de calcul de sous que nous ne maîtrisons même pas. Bon, c'est une pièce comme toute autre. Il faudra qu'on parte. Je pense qu'on a fait le tour déjà. Les de la mouvance ont adopté la posture dont je vous parle. Les FCBE en ont fait. Il y a des gens qui sont des candidats potentiels pour les partis de la mouvance présidentielle. Et parce que les quitus ne sont pas prêts, pour ne pas prendre ce risque-là, ils les ont enlevés. Ce que je veux dire, ils ont déposé les dossiers, il manquait de quitus fiscal pour tous les partis, presque un saut pour le BR. C'est ça, il dit. Par exemple, au niveau du BR, c'est le comportement qu'on a adopté. Ouais. Quand vous n'avez pas vos pièces à jour, on ne veut pas prendre le risque. On n'en est plus là. Je pense que la Cour a vidé c'est Moi, je me demande si, est-ce que peut-être c'est pas faire un dessin aussi pour se faire une communication politique. C'est une piste aussi d'analyse. C'est à cause de ça qu'ils n'ont pas le lobby des démocrates. Oui. Sinon, depuis fort longtemps, on ne les a pas vus en action sur le terrain. Vous voyez. Donc, il faut qu'on rende la tâche facile au peuple. Parce que si ça commence, en fait, c'est les pauvres qui payent le prix. Si ça dégénère, est-ce que les politiques, ils ne payent pas le grand prix? C'est le peuple. C'est le peuple. Et donc, j'en terminerai en disant au peuple béninois que, comme le dit Feu Ahmed Bakayoko, un homme important de la Côte d'Ivoire, lorsque les hommes politiques s'entendent sur les intérêts, on ne vous appelle pas, pauvre peuple. Et ce n'est pas quand il y a des accords qu'on va vous inviter à porter le coup. Donc, nous tendons des moments un peu critiques. Il faut que le peuple béninois garde constamment que ces élections doivent se dérouler dans la paix, que chaque institution de son côté garde constamment que nous devons faire ces élections dans la paix et qu'au soir du 8 janvier,
que ce soit la démocratie qui gagne. Voilà qui est dit. Merci à vous, Antoine Adoukono, analyste politique. Merci à vous, Victor Boucan. Vous voulez conclure? Oui, j'ai commencé par vous. J'ai commencé par vous. Je suis le seul. Non, sur la question, comme vous avez fait le tour, je suis le seul qui n'ait pas eu le temps de parole. 2 secondes. Bon, 2 secondes. Non, en fait, je voudrais simplement préciser qu'il est important que nous ayons vers la formation sur les questions de fisc, sur l'orientation des populations, de sorte à les encourager à les payer comme se doit les impôts, qu'ils aillent délibérément. Cela suppose qu'il reste encore un effort de sensibilisation à faire sur nos populations pour qu'elles comprennent en fait la nécessité d'aller payer ces impôts et de quoi est-ce que ça retourne payer ces impôts. Au-delà de cela, je veux inviter les différents acteurs, que ce soit les partis politiques, que ce soit les institutions ou les organes impliqués dans le processus électoral, celui des élections législatives en cours, de jouer la saine partition et inviter le peuple à croire que nous sommes résolument engagés tous dans la voie de la paix, que les institutions agissent en fonction justement de leurs prérogatives et qu'il est bon qu'on se donne les moyens de recours utiles quand on vient des situations fâcheuses. Et je veux remercier les démocrates pour avoir choisi cette voie d'aller vers la Cour constitutionnelle et saluer justement la décision de la Cour qui nous est donnée de constater, qui fait du plaisir à tout le monde. Souhaiter que la Sénat, en toute sérénité, joue sa partition et que la fête soit belle le 8 janvier prochain. Voilà, donc nous suivons l'actualité du côté de la Sénat pour vous, mesdames et messieurs. Merci déjà d'avoir suivi ce programme spécial. Merci à vous, Julio Tometi, juriste. Merci également à vous, monsieur Georges Anagono. Merci de nous avoir suivi ce programme. Vous pouvez le retrouver sur l'ensemble de nos canaux digitaux, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, et puis sur Android et iOS eTélé Bénin. Très belle soirée chez vous.